Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Le changement climatique dans les médias, c'est un peu comme les frites à la cantine. C'est pas toujours très digeste, mais quand c'est bon, on aimerait bien avoir un peu de rab. Entre les images de plage pour illustrer les canicules et le manque régulier de lien entre certaines catastrophes naturelles et le changement climatique, il existe pourtant une information de qualité. Mais cette information n'a pas la place qu'elle mérite. Lors de la dernière élection présidentielle, en 2022, seulement 3% du temps de parole a été dédié au climat. Cette même année, la Coupe du Monde de football a occupé 20 fois plus d'espace médiatique que la COP15 sur la biodiversité. Ce constat, c'est le point de départ de Quota Climat, une association constituée en 2022 afin d'interpeller les médias, les pouvoirs publics et les décideurs pour donner plus de place à l'environnement dans l'espace médiatique. Sa cofondatrice et secrétaire générale est l'invitée du deuxième épisode de Comment est votre climat. Bonjour Eva Morel. Bonjour. Merci de me recevoir dans ces beaux locaux de la Climate House à Paris, à côté de Sentier. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce nouvel endroit dans Paris collaboratif ? Oui, c'est un nouveau lieu qui a été lancé par un ensemble d'entrepreneurs du climat, notamment présidé par Lucie Bache, qui est la fondatrice de Too Good To Go, et qui rassemble beaucoup de start-up et d'associations du climat. Donc ça nous permet de nous mettre en réseau à Paris, ce qui est très chouette. Et Quota Climat en fait partie depuis le début. Tout à fait. Alors, vous avez fondé Quota Climat en 2022 en partant d'un principe assez simple, que le climat ne faisait pas assez partie des sujets de conversation de la campagne présidentielle de 2022. Alors, on va se pencher sur les travaux de Quota Climat. Il y a beaucoup de chiffres qui sont très percutants, très intéressants, sur lesquels je voudrais revenir. Mais d'abord, j'aimerais parler de vous. D'où vient votre engagement ? D'où vient cet engagement écologique ? De mon côté, c'est assez jeune que j'ai commencé à m'engager pour les questions d'environnement. En fait, je vivais dans une famille qui était très mobilisée pour le climat déjà. Donc, mes parents étaient engagés dans des associations locales à Nantes. Et c'est un peu naturellement que je me suis dirigée vers des études de politique environnementale. Donc, j'ai commencé à en faire au Canada et ensuite à Paris. Et ensuite, assez naturellement, quand j'ai cherché un emploi, je me suis dirigée vers ça. J'ai essayé de faire un peu de conseils, mais c'était un peu compliqué parce que je sentais un peu un décalage entre le monde de l'entreprise capitalistique, orienté vers le profit, et le fait de ne pas forcément avoir un impact au bout des travaux qu'on pouvait mener. Et du coup, j'ai rejoint une équipe parlementaire, qui est la députée, la députée Sandrine Lefeur du Finistère, que j'ai accompagnée pendant 4 ans. Et puis ensuite, j'ai décidé de mettre à plein temps sur l'association Quota Climat. Un grand sens de l'engagement à la fois politique et associatif avec Quota Climat. Une question que je pose à tous les invités du podcast. Est-ce que vous êtes éco-anxieuse ? Je souffre pas du tout d'anxiété. Je pense que c'est parce que depuis des années, je suis dans l'action et du coup, ça me permet d'essayer de voir des impacts au niveau local et de manière assez proche de moi. Mais par contre, régulièrement, quand je vois l'actualité, et notamment ce qui m'angoisse beaucoup, c'est les violences dont font l'objet les défenseurs de l'environnement et certaines communautés qui sont blâmées pour des dommages environnementaux. Ça, c'est quelque chose non pas qui m'angoisse, mais plutôt qui me fait peur. Et j'ai l'impression que ça s'accélère de plus en plus. Et donc, c'est une menace que je vois de manière assez imminente. En revanche, j'ai l'impression que quand on est impliqué dans des associations ou même des entreprises qui sont orientées vers l'impact environnemental, ça permet de passer ce cap de la prise de conscience et de se mettre en mouvement. Donc, c'est un sujet qu'on entend souvent par les militants les plus médiatiques, en tout cas du climat. Je pense à Greta Thunberg et Camille Etienne, que le meilleur remède contre l'éco-anxiété, c'est l'action. C'est un constat que vous partagez finalement. Enfin, aujourd'hui, quand on est jeune, alors je ne sais pas si on peut encore se considérer comme jeunes, pas loin de la trentaine, mais en tout cas qui sont au lycée, qui peuvent avoir des perturbations psychologiques, qui peuvent avoir des troubles du sommeil, du trouble de la faim à cause de l'éco-anxiété. Ce que vous recommandez, c'est l'action finalement, c'est passer cette barrière. Oui, je suis pas sûre que ça fonctionne pour tout le monde. Enfin, c'est vraiment tétanisant et c'est normal de ressentir de la peur par rapport à quelque chose qui est potentiellement déstabilisateur pour l'ensemble de la civilisation. Enfin, la France, elle est bien sûr impactée, mais je pense qu'il y a certains pays qui le sont d'autant plus. Donc, je n'aurais pas la prétention de dire que agir à son échelle peut remédier à ça. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop pathologiser le ressenti individuel de la crise parce que c'est assez normal et certaines personnes le ressentent aussi dans leur territoire. Enfin, quand on est dans le Pas-de-Calais et qu'on voit que certaines maisons ont été complètement inondées et ne sont même pas assurables, c'est bien normal d'avoir peur. En revanche, le fait de sentir qu'on agit et que ça a un impact et qu'il y a une petite victoire à la clé, parce que c'est aussi ça, c'est agir, ça peut fonctionner.
Ça permet aussi, je pense, d'avoir un sentiment de gratification et de se dire que même si la menace est tétanisante, si on la silote et qu'on essaie d'isoler les points sur lesquels on peut vraiment avoir des leviers, on n'est pas totalement une goutte dans l'océan. Est-ce que, sous le prisme du réchauffement climatique, vous concevez la vie aujourd'hui comme vous la conceviez il y a 10 ans ? En fait, quand j'ai toujours été assez alerte par rapport à la menace environnementale, je pense pas que ça ait drastiquement changé ma conception des choses. En revanche, il y a des choses que je faisais il y a 10 ans, que je fais beaucoup moins aujourd'hui. La vertu des gestes individuels, c'est quelque chose sur lequel je suis beaucoup revenue. Longtemps, j'ai pensé, parce que je faisais des études de politique environnementale, que les gestes individuels, c'était pas quelque chose de extrêmement utile, parce qu'on faisait partie d'un tout et que ce qui comptait, c'était de changer les règles du jeu et qu'à son échelle, on n'était pas grand-chose. En fait, de plus en plus, je perçois la valeur sensibilisatrice et l'ombre climatique qu'il peut y avoir autour des individus, c'est-à-dire l'impact que peut avoir une petite échelle, une petite action, une petite échelle, si elle convainc d'autres personnes autour. Et donc, de plus en plus, j'y reviens. Donc, j'essaye vraiment au maximum de ne pas prendre l'avion, au maximum de ne pas manger de viande, et d'être assez cohérente dans mes choix d'achat, par exemple, et d'en parler aussi, même si ça va attirer des moqueries ou c'est pas forcément facile au quotidien. Et je pense que, en réalité, par ce biais, j'ai peut-être réussi à convaincre davantage mes proches que par mes actions militantes au sein de mon association, par exemple. C'est très intéressant, j'avais entendu ça lors d'une fresque du climat, comme toute personne qui s'intéresse au climat, je suis passé par l'étape de la fresque du climat, et le fresqueur en question parlait d'une espèce d'effet papillon et de mimétisme, que finalement en fait ce qu'on ne sait pas forcément pour rien, parce que les gens croient en ce qu'ils voient, pas forcément en ce qu'ils entendent. Donc si vous arrêtez de prendre l'avion ou si vous arrêtez de manger de la viande, les gens le voient, et c'est ça aussi qui va aider les gens à passer à l'action. Que ce soit à Paris, il disait que vous avez étudié à Nantes, vous avez été collaboratrice parlementaire d'une députée du Finistère. Est-ce que dans ces différentes régions, vous avez été victime physiquement, mentalement, émotionnellement du réchauffement climatique? Est-ce que quelque chose vous a marqué personnellement? Mais mon grand-père habite en Bretagne et du coup, la chose qui m'a peut-être le plus marquée, c'est la question des algues vertes. Dans le Finistère, on est particulièrement touchés. Et donc, nous, on habite pas très loin de la plage. J'ai été connue parce qu'il y a eu un mort intoxiqué par les rejets d'algues vertes chimiques. Donc ça, c'est peut-être le sujet qui me marque le plus. Et je trouve que c'est un sujet qui est particulièrement méconnu et qui fait l'objet quasiment d'une omerta médiatique parce que c'est de plus en plus compliqué de lier production agricole et dommages environnementaux. Et en fait, ce qui est notamment responsable de cette prolifération d'algues vertes, c'est l'élevage intensif de porcs en Bretagne. Je pense que le lien logique entre la manière dont l'élevage intensif de porcs s'opère, la manière dont ça a des répercussions environnementales et sanitaires surtout sur les populations en Bretagne, mais pas que, et la manière dont on consomme du jambon au quotidien, c'est pas du tout fait. Et ça, c'est peut-être la chose, je pense, qui m'interpelle le plus. C'est cette absence de lien logique qui s'opère dans la population et qui fait qu'on s'insurge d'un côté de certaines choses visuelles qui nous semblent dingues, et puis en parallèle qu'il y a une espèce d'inaction totale sur les causes de ces rejets. Je vous sens très attaché à cette cause, très touché par la cause écologiste. Est-ce que vous faites partie de la génération climat ? Moi, je pense qu'on peut clairement dire oui. Oui. Est-ce que la génération climat, c'est uniquement une question d'âge ou aussi une question de mentalité ? On en parlait lors du dernier épisode avec Jean Jouzel, notamment des marches pour le climat. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeunes, mais est-ce que finalement, on ne se ressemble un peu pas tous, les jeunes qui sont sensibles au climat? Est-ce que c'est pas un combat, on va dire, un peu urbain? Je pense que dans les manifestations dans les villes, oui, bien sûr, puisque c'est les personnes qui ont le plus de facilité à s'y rendre. En revanche, moi, ce qui me marque beaucoup dernièrement quand je vais dans des manifestations, par exemple, celle d'ancien Paul Watson qui avait été organisée à la République ou plein d'autres, c'est que c'est très intergénérationnel en réalité. Et que les personnes qui sont autour de moi, qui ne sont pas nécessairement mobilisées au quotidien sur les questions climat, sont bien plus détachées que certaines personnes des générations du dessus qui parlent de ces sujets de manière plus accoutumée, j'ai l'impression, parce que il y a un phénomène de connaissance sur le long cours. On en parle depuis quand même 50 ans, donc forcément ça laisse des traces. Et j'ai l'impression qu'au contraire, comme dernièrement, c'est un sujet qui est assez sous les radars en comparaison d'autres sujets, et on pourrait y revenir parce que c'est vraiment la question de quota climat. J'ai l'impression qu'en fait c'est très intergénérationnel et de moins en moins jeune en réalité. Et donc je me sens faire partie d'une génération climat, parce que bien sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont rendus visibles en disant qu'ils étaient outrés par la très faible action environnementale de nos dirigeants, mais en revanche, je pense qu'on est loin d'être les seuls. Dans cette génération climat, j'avais entendu une phrase de Greta Thunberg que j'ai trouvée exceptionnelle. Pour moi, Greta Thunberg est
une des plus belles, si ce n'est la plus belle chose qui soit arrivée au militantisme climatique. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas personnifier le combat, qu'elle serait là pendant 2-3 ans peut-être, et ensuite qu'elle passerait la main. Elle l'a fait d'ailleurs, depuis 1 an ou 2, on n'entend plus réellement parler d'elle. Elle a publié le grand livre du climat, que je recommande d'ailleurs, qui est vraiment une merveille. Vous partagez cette idée, vous, de ne pas personnifier le combat, parce que justement, si la personne a une polémique ou autre, elle tombe et son combat avec. Ouais, totalement. Déjà, c'est une chose qu'on s'attache à faire dans l'association Quota Climat. On essaie de jamais mettre en avant des individus, mais plutôt des sujets, des causes, en les expliquant et en les rendant attachantes par une personnification, mais au cas par cas, et pas au global. Et plus généralement, c'est un problème qu'on observe dans la manière dont les représentations médiatiques autour de l'écologie fonctionnent. C'est qu'il y a une poignée d'interlocuteurs, mais en réalité en France qui se comptent les doigts d'une main, qui sont présents dans les médias pour représenter la cause, et que malheureusement, comme ils ne sont pas très diversifiés en termes soit de bagages socioculturels ou académiques, ça ne permet pas à une diversité de personnes de s'y attacher et de se voir représenter dans les actions qu'ils mettent en œuvre. Des actions aussi qui sont assez limitées en termes de panel, c'est-à-dire qu'on voit très peu les militants de terrain qui font des actions de protection de l'environnement et des écosystèmes dans les régions, par exemple, apparaître dans les médias, alors que ça pourrait être peut-être un des modes d'action les plus universels. Et donc ça, c'est assez préoccupant, et je pense qu'en effet, le risque qu'on prend en faisant ça, c'est d'une part, on prête le flanc à la polémique et on rend possible le fait de décrédibiliser des individus, mais au-delà de ça, on n'étend pas le socle de convaincus qu'on a besoin pour opérer la transition, et c'est peut-être ça la chose la plus grave. Venons-en aux travaux de Quota Climat. Donc vous êtes cofondatrice et secrétaire générale de cette association créée en 2022 lors de la campagne présidentielle. Vous êtes partie du constat que pendant cette campagne, moins de 3% du temps de parole avait été dédié à la lutte contre le changement climatique. Petite victoire en fin de campagne, puisque 11% du temps de parole du débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a été dédié à ce sujet-là. Et vous, votre objectif, c'est que plus de 20% du temps de parole médiatique soit dédié à la lutte contre le changement climatique. Pourtant, dans votre manifeste, 20%, vous considérez ça comme peu élevé. Pourquoi c'est peu élevé, 20% ? Quelle serait la bonne marge ? En fait, on a commencé avec une proposition volontairement provocatrice, mais c'est quelque chose sur lequel on a de plus en plus consolidé notre socle de compréhension du sujet. Et on en est arrivé à penser qu'en fait, c'était fondamental de travailler à la fois sur l'activité, mais pas que, on a d'autres propositions. Pourquoi c'est pas suffisant ? Parce que l'écologie, ça conditionne l'intégralité de la viabilité des autres secteurs. C'est-à-dire que quand on parle de notre économie, quand on parle de notre santé, de notre éducation, de la géopolitique, on fait très rarement les liens avec les conditions matérielles de l'existence et de la stabilité de ces secteurs d'activité. Et pour autant, c'est fondamental. Ça interroge en fait sur la manière dont on a de comprendre ces secteurs d'activité. On a considéré comme acquis le fait que les ressources étaient abondantes, que le climat était stable et que la biodiversité était à un niveau d'abondance suffisant pour qu'on puisse se développer en tant que société. Le sujet, c'est que c'est plus du tout le cas. Ça fait très longtemps que c'est plus du tout le cas. Ça fait très longtemps que des signaux d'alerte scientifiques sont lancés. Et pour autant, certes, dans les rubriques environnement de certains médias, les problèmes sont détaillés, ramifiés, on comprend bien la complexité. En revanche, dans les autres secteurs d'activité, ce n'est pas le cas. 50 ans après les premières alertes, ça interroge juste sur la manière dont on a de faire les liens et tout simplement en tant que société de se préoccuper de la problématique environnementale comme quelque chose qui nous concerne nous et qui n'est pas extérieur à nous. Et donc, pour prendre par exemple la question de la santé, le risque de zoonose, le risque que font peser l'effondrement des écosystèmes sur nos chaînes alimentaires et agricoles, ça c'est des sujets qui sont très très peu représentés médiatiquement, et qui s'ils l'étaient, permettrait d'amplifier drastiquement la quantité d'informations environnementales juste par transversalité, c'est-à-dire on ne demande pas à avoir des contenus environnementaux tout le temps, partout, on ne demande pas à parler des crises en tant que telles, conséquences qui sont très angoissantes, on demande juste à ce que les problèmes soient complexifiés, expliqués avec nuance et que les leviers d'action à notre disposition soient aussi détaillés. Et ça, c'est très peu représenté dans les médias. Donc on pense que si on arrivait à faire ça, en réalité, parler de 2%, ce serait plus vraiment le sujet. On en parlait quasiment tout le temps, puisque ce serait juste un réflexe, comme par exemple, on parle aujourd'hui d'inflation comme un réflexe. On n'a pas ce réflexe environnemental. Un sujet transversal finalement, pas forcément, comme vous le disiez, un sujet environnement tout le temps, partout, mais dans un sujet conso, un sujet voyage, voilà, pour donner un petit peu la tendance climatique sur ce sujet-là. Vous faites un parallèle dans votre plaidoyer avec le Covid. Certains jours, pendant le Covid,
situation exceptionnelle évidemment, 75% du temps de parole médiatique était dédié au Covid. Est-ce que finalement, si le sujet devient transversal, le sujet environnemental, on serait finalement pas loin des 100%, si on le met un petit peu dans tous les sujets, un petit peu partout? En fait, je pense qu'il ne faut pas trop focaliser sur la saturation de l'espace médiatique par la crise environnementale. Les crises environnementales, c'est pas vraiment notre sujet. Le sujet, c'est d'informer suffisamment pour que les leviers d'action à notre disposition soient réellement mis en œuvre. Quand on parle de levier d'action, c'est tout d'abord s'assurer que les élites économiques et politiques se ressaisissent de la question environnementale comme d'une priorité stratégique à leur agenda. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est plutôt l'inaction écologique est instrumentalisée par certains partis pour croître électoralement. Et donc ça interroge. On pense que l'information, elle a ce pouvoir. En fait, si on a suffisamment d'enquêtes, d'investigations, de moyens de pression sur certains secteurs industriels qui portent atteinte à notre santé et à l'environnement, ça peut réellement les inciter à changer, à se justifier, et la population a manifesté une inquiétude et une exigence par rapport à ces actions industrielles et politiques. Et donc l'information et sa valeur performative, c'est la manière dont elle a d'être une prophétie autoréalisatrice. En fait, quand on met un sujet à l'agenda médiatique, il y a plus de chances qu'il advienne que s'il est sous les radars. C'est réellement ça qui nous préoccupe. Et donc, la saturation de l'espace médiatique, comme ça a été le cas pendant la crise du Covid, elle peut avoir une vertu à certains moments phares, comme par exemple lorsqu'il s'est passé le désastre à Mayotte dernièrement. On aurait pu penser que ça sature l'espace médiatique. En réalité, ça n'a pas du tout été le cas. Et là, ça interroge parce qu'on se demande pourquoi il y a un tel deux poids deux mesures entre certaines crises géopolitiques et puis certaines crises environnementales et sociales qui sont d'ampleur. Mais après, au long cours, un minimum de volume sur une crise de long terme qui est aussi déstabilisatrice, ça semble être une demande assez légitime. Et nous, on la formule notamment en période électorale, donc pas forcément tout au long du temps médiatique, parce qu'on entend bien que certaines actualités, certains temps de l'information ne se prêtent pas à parler tout le temps d'environnement. En revanche, en période électorale, où on fait des choix démocratiques forts, structurants, qui auront des conséquences sur le long terme, on pense que c'est important que des sujets d'intérêt général, où personne n'a intérêt direct à en parler, surtout en ce moment, où c'est quasiment un désavantage comparatif d'en parler, en fait, ces intérêts doivent être mis à l'ordre du jour. Et on pense que si c'est pas fait par les journalistes qui devraient le faire, alors on devrait demander à la régulation médiatique de les inciter à le faire. Les travaux de Kothat Liman ne s'arrêtent pas là, puisque avec l'ARCOM et l'ADEME, vous avez fondé l'Observatoire des médias sur l'écologie il y a quelques temps, et vous donnez quelques chiffres qui m'ont à la fois étonné et perturbé. Il y a 20 fois plus de temps de parole sur la Coupe du Monde que sur la COP 15. Alors on parle de la Coupe du Monde au Qatar, c'était en 2022, donc la COP 15 à l'époque c'était la COP biodiversité, et la COP 27 a été moins médiatisée que la COP 26. Il y a une perte de temps là-dessus. Je me souviens également, c'était en août 2021, à la sortie du 6e rapport du GIEC. Hasard du calendrier, ce rapport est sorti le même jour que la signature de Messi au Paris Saint-Germain. Donc le 6e rapport du GIEC a été totalement effacé. Comment est-ce que vous attribuez finalement cette faible place, la priorité au divertissement? Est-ce que c'est la société du spectacle qui prend le dessus? Oui, parce que c'est plus simple d'un point de vue réflexif de s'intéresser à quelque chose de divertissant et de choc sensationnaliste qu'une information scientifique. Et ça, je pense que notre cerveau est conditionné et que c'est pas dramatique de l'admettre. En revanche, nous, ce qu'on interroge, c'est plutôt la production d'informations et ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, est-ce qu'on réfléchit à la production d'informations uniquement pour le profit, pour inciter un maximum de personnes à cliquer et les intéresser sur le vif, ou est-ce qu'on conçoit la production d'informations comme quelque chose de fondamental en démocratie, comme un rôle de contre-pouvoir, et se dire, même si un sujet ne va pas drastiquement intéresser à l'instant T, je pense que c'est quand même important d'en parler, et je vais le faire, parce que ça a des répercussions derrière de long terme aussi. Et bon, la couverture des rapports du GIEC, en tant que telle, c'est certes dommage, une occasion manquée, parce que la parole scientifique, elle est considérée comme digne de confiance, et donc ces grands moments de sortie de rapports scientifiques, c'est aussi des fenêtres d'opportunité pour ouvrir le débat sur plein d'autres sujets. On peut s'en saisir pour parler des entrepreneurs du climat dans les territoires, pour parler des actions d'associations, pour parler de la manière dont certains responsables politiques agissent en faveur de l'écologie. C'est une occasion manquée. Mais en fait, c'est clairement une occasion manquée, c'est juste une excuse. Ce qu'on constate, nous, c'est que c'est un problème structurel qui se répète à travers le temps et qui n'a jamais vraiment décollé en matière de couverture médiatique depuis qu'on a pris conscience de certaines crises environnementales. Donc, à partir du moment où on sait qu'on ne pourra pas y remédier naturellement, on ne pourra pas attendre de certains journalistes qu'ils en parlent, parce que le système médiatique dans lequel ils évoluent n'est pas façonné pour qu'ils en parlent suffisamment,
Et ben nous, ce qu'on aimerait, c'est contourner ça. Alors on produit de la donnée en effet pour objectiver le problème et qu'une bonne fois pour toutes, on soit d'accord sur le fait qu'il y ait des manques criants. Mais une fois que ces manques criants sont constatés, on pense qu'il faut aussi ir par la régulation, c'est-à-dire proposer des mesures réglementaires, législatives, voire juridiques, qui permettent d'encadrer ces règles du jeu et de se dire en fait, si les journalistes n'y arrivent pas, alors changeons les règles du jeu pour qu'ils y parviennent. Cet observatoire, il a également publié récemment un classement que j'ai trouvé assez révélateur. C'est le classement des médias, TV et radio, qui parlent le plus de la crise climatique. Est-ce qu'on peut réellement dire que c'est une crise ? En général, une crise, il y a un début, une fin. Là, en l'occurrence, il y a réellement de fin. Donc, on va dire le problème du réchauffement climatique. Dans le top 3, RFI, Arte, France Inter. Bon, j'ai trouvé un point commun entre les trois. Ensuite, j'ai regardé le top 10. Et là, il y avait un gros point commun entre 9 sur 10. C'est que c'est des chaînes de télé et des stations de radio du service public. Le 10e, c'est TF1, c'est la première fois qu'on trouve un média privé dans le top 10. Vous faites un lien entre qualité du débat sur le réchauffement climatique et service public ou service privé dans les médias ? Oui, alors il y a deux manières de le voir. Soit on considère que c'est normal que le service public en parle plus parce qu'ils ont une mission de service public à informer davantage sur les questions d'intérêt général et c'est pour ça qu'on leur donne de l'argent public aussi. Et donc le privé a ses logiques propres et donc c'est compréhensible qu'ils en parlent moins. Ça, c'est la façon peut-être la plus positive de voir les choses. La manière plus négative de voir les choses, c'est de se dire le privé a des intérêts clairs à ne pas informer sur la question environnementale. Je pense que la vérité entre les deux, c'est-à-dire que nous, ce qu'on constate, c'est en travaillant de plus en plus sur la désinformation aussi, on voit que la désinformation environnementale, elle provient davantage de l'audiovisuel privé que de l'audiovisuel public. Donc il y a aussi un problème dans la ligne éditoriale et la manière dont certains intérêts expliquent cette ligne éditoriale. Mais je pense qu'il ne faudrait pas donner l'impression que public et privé se scindent et qu'on observe une polarisation médiatique très forte sur la manière de traiter de l'information environnementale. Ce qu'on considère, c'est surtout que personne n'est un bon élève aujourd'hui en matière d'information environnementale. On a parlé de ceux qui étaient au top du classement. En réalité, ils en parlent à hauteur de quelques pourcentages d'espace médiatique. Il y a des sujets qui sont quasiment pas traités. Par exemple, le logement, le bâtiment. C'est des sujets dont on parle jamais alors que ça représente quasiment 30 voire plus % de nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. On pourrait se dire qu'en parler, ce serait aussi une manière de parler de précarité énergétique, voilà, d'inégalité sociale également. Il n'y a pas de bons élèves, et dans ce contexte médiatique où faire des classements permet juste de mettre en exergue le fait qu'on est très loin du compte, on pense que c'est juste important de rehausser aussi la borne supérieure et d'inciter le public à davantage en parler aussi. Il n'y a pas de bons élèves, des moins mauvais élèves, on va ça. dire. Je voulais justement revenir là-dessus. Il y a plusieurs émissions l'été dernier de ce qu'on appelle le mercato dans les TV et radio sur la grille qui commence en septembre, qui avait été mis en danger. Beaucoup d'émissions sur le climat, notamment La Terre au carré sur France Inter, qui était menacée de disparaître. Alors finalement, Mathieu Viard a pu reprendre l'antenne en septembre. Est-ce que vous, dans vos travaux, c'est quelque chose que vous constatez, peut-être des rédactions un peu frileuses sur ces sujets-là ? Est-ce que vous avez l'impression que ces émissions sont peut-être vouées à disparaître ? Alors ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que c'est grave si vous souhaitez que l'information sur le climat soit transversale et non pas silotée ? Les émissions ne sont pas vouées à disparaître. En revanche, elles sont menacées, ça c'est clair. Nous, ce qu'on a observé, c'est en 2022 un pic de préoccupation de la profession journalistique et médiatique en matière de traitement des enjeux environnementaux. Donc il y a eu une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, notamment initiée par Vers le Média, avec un collectif de plein de journalistes mobilisés. Ensuite, il y a eu une charte d'engagement chez Radio France, France Télévisions, mais aussi au sein de la presse quotidienne régionale, Ouest France, Sud-Ouest, etc. C'est très positif. Nous, on avait à ce moment-là alerté en disant « Attention, une charte sans critères de suivi, d'évaluation et de sanction, ça semble léger ». Le fait est que 2 ans plus tard, le backlash était très présent, alimenté aussi par une sphère politique qui considère, qui est attaquée par l'extrême droite, disant que l'audiovisuel public est militant. L'audiovisuel public serait de gauche, t'inviterait surtout des intervenants de gauche, que ce serait mettre la droite du spectre politique en porte-à-faux puisqu'on financerait une autre partie du spectre politique. Et donc, suite à ça, il y a eu des discussions sur la suppression des programmes les plus militants. Les programmes les plus militants étaient les programmes qui parlent de diversité, d'inclusion et les programmes environnementaux. Les programmes environnementaux, pas tous, surtout les programmes d'investigation, ceux qui vont sur le terrain investiguer au prix de pas mal de ressources en réalité, parce que ça prend du temps de faire des programmes d'investigation, mais des controverses sanitaires et environnementales. Et je vais prendre l'exemple de documentaire de France 2, Vert de rage, qui a, sur 12 enquêtes,
les preuves ont été utilisées dans 7 cas en justice. Et donc ça a été extrêmement utile pour démontrer que le journalisme d'investigation pouvait réellement avoir des impacts concrets sur la manière dont ces controverses sanitaires et environnementales étaient ensuite gérées de A à Z par la justice et l'État français. Et donc, malgré ce caractère d'utilité publique de certaines émissions, considérées comme militantes, elles ont été peu à peu remises en question. Donc dans une ambiance politique très favorable à leur remise en question. Et Vert de Rage a été supprimée. La Terre au carré a été fortement menacée. Elle a été modifiée en termes de ligne éditoriale et donc conservée dans un nouvel état. Notamment, la parole donnée aux luttes de terrain a été drastiquement réduite à l'antenne, c'est quand même important de dire, parce que c'est un des points les plus clivants dans ce type d'émission. Et globalement, il y a des programmes plus pédagogiques, d'information, voire ludiques, qui ont commencé à émerger dans certaines chaînes d'information, notamment publiques, en disant en fait il faut intéresser autrement les publics, il faut non pas les inquiéter, mais leur faire prendre conscience en douceur des crises environnementales. Sauf que le côté en douceur, VS investigation, c'est une vision politique de la crise, surtout des remèdes à appliquer aux crises environnementales. C'est une vision qu'on pourrait qualifier de dépolitisée, qui supprime les rapports de force, qui supprime aussi les enjeux économiques et politiques à ne pas faire la transition. Et c'est ce sur quoi mettaient en lumière, c'est ce que mettaient en lumière les programmes environnementaux qui ont été menacés ou supprimés. Donc la question c'est, est-ce qu'ils sont faux ? Je pense pas, parce qu'il peut y avoir une contestation et il y a des choses qui peuvent être faites pour se mobiliser. Il y a aussi beaucoup de journalistes qui contestent ces décisions en interne. Il y a des syndicats de journalistes qui se mobilisent. Et la société civile a une voix forte à porter et je pense que ça a vraiment un impact. Nous, on avait fait une mobilisation devant France Télévisions au moment de la suppression de Vert de Rage et ça avait clairement été très remarqué par la rédaction. Ça n'a pas malheureusement abouti à la réhabilitation de l'émission, mais je pense que c'est pas négligeable. Et je pense qu'il y a vraiment une vision sous-jacente de l'information environnementale qui est à défendre, notamment dans ce contexte politique, où on sent que si on ne fait pas le tournant maintenant, ça risque d'être trop tard ensuite, parce qu'on se sera trop accoutumé à une information policée qui ne permettrait pas de revenir à des émissions comme auparavant pour en avoir de manière assez naturelle. J'en profite pour recommander la bande dessinée Vert de Rage à tous nos auditeurs, que j'ai vu très récemment d'ailleurs sur les enfants du plomb dans le nord de la France. Voilà, Vert de Rage n'existe plus à la télé, mais voilà, il y a toujours un héritage. Vous parliez de vision politique, ça tombe bien, j'allais dire sur ce terrain-là, puisque récemment, Vert le Média, vous en parliez également, a fait une levée de fonds de 200 000 euros, un peu plus de 200 000 euros même, je crois, pour un sujet alors très, très concret, très précis, c'est la lutte contre la désinformation climatique de l'extrême droite. Et donc il y avait plusieurs paliers dans cette levée de fonds, et le troisième palier, c'était le recrutement d'un ou une journaliste entièrement dédiée à la lutte contre la désinformation de l'extrême droite. Il me semble que vous avez participé au lancement Côté Climat en janvier 2025. Est-ce que la lutte médiatique est finalement aussi politique ? Est-ce qu'il y a un bord particulier, ou peut-être plusieurs bords, sur lesquels il faut se battre contre la désinformation climatique ? Oui, déjà, on est partenaire de Chaleur Actuelle avec Vers le Média. Oui, j'avais pas donné le nom, pardon, Chaleur Actuelle. Et il y a plein d'autres partenaires, notamment Data for Good, avec qui on travaille beaucoup sur la désinformation climatique. On est très en soutien de leurs travaux. En fait, ça permet de resituer aussi l'intentionnalité derrière la désinformation. On parle de plus en plus de désinformation comme quelque chose quasiment de dévoyé, puisque c'est un terme qui est utilisé à droite comme à gauche du spectre politique pour qualifier des choses qui sont totalement différentes. Certains l'utilisent pour qualifier des arguments politiques, d'autres essayent de l'utiliser pour qualifier une désinformation sur des faits et sur des éléments scientifiques démontrés sans équivoque. Nous, c'est plutôt de ce côté-là qu'on se situe, en essayant d'objectiver ce qui relève de la désinformation, du débat d'idées, de faire la distinction entre les deux, et une fois qu'on a distingué ce qu'était la désinformation, de dire que on pense que dans le débat public, ça devrait être illicite, interdit, parce que c'est trop menaçant par rapport à notre capacité à faire société, à avoir un débat sur un socle commun de faits. Et l'intentionnalité derrière ces tentatives de désinformation, elle est très peu chiffrée, très peu objectivée, très peu enquêtée. Donc c'est pour ça qu'on est très en soutien des travaux de Vers le Média. En revanche, on commence à avoir un faisceau de preuves qui indique que certains acteurs ont un intérêt net à s'en servir comme outil politique et comme stratégie même, notamment en période électorale, mais pas que, pour se distinguer déjà sur certains sujets, c'est-à-dire considérer que sur la question agricole, il y a une différence entre défendre le monde agricole et la transition écologique, et que puisque eux se positionnent plutôt du côté du monde agricole,
Les défenseurs de l'environnement sont antagonistes aux intérêts du monde agricole. Donc cette vision de la société très schématique, elle leur permet à eux de surfer sur une vague de colère qui leur est très favorable. Et ce type de stratégie, elle est utilisée à la fois en France de manière de plus en plus explicite. On a par exemple Marion Maréchal Le Pen qui a récemment remis en question l'origine même du réchauffement climatique, mais aussi au niveau européen. Elle se matérialise par différentes choses. Ça peut être de la désinformation sur des faits scientifiques, mais aussi sur des faits politiques ou sur de l'intention derrière certains faits. Par exemple, récemment, un député du PPE, donc le parti de droite européen, a accusé la Commission européenne de se servir de certaines ONG pour servir sa propagande en faveur du pacte vert, donc qui est le socle législatif européen écologique. Et en réalité, c'était juste des financements qui étaient ciblés par la Commission européenne sur des ONG environnementales, tout comme l'État français finance certaines ONG d'intérêt général. Mais il n'y avait pas du tout de velléité d'influence ou de propagande comme ça a été utilisé. Et ce type d'élément de langage ressort ensuite dans beaucoup de médias, y compris français, qui sont souvent d'ailleurs les mêmes, mais qui par effet de porosité contaminent l'ensemble du spectre médiatique. Et en fait, on voit ce type d'éléments se diffuser de plus en plus rapidement à la faveur de certains intérêts économiques et politiques. Et parfois, ces intérêts économiques et politiques se coalisent et il y a une vraie vision de société qui en émane et qui se sert de certains médias pour l'appliquer. Et je pense que c'est important de dire que toute la concentration capitalistique des médias français n'est pas dirigée vers une volonté idéologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de volonté de propagande pour tous les actionnaires médiatiques. Alors, certains l'ont manifesté de manière assez claire. Je pense notamment au plan Périclès qui a récemment été dévoilé par l'Humanité de Sterrin, donc qui est un grand milliardaire français, qui a pour objectif d'acquérir certains médias. Et il a dit sciemment d'acquérir certains médias avec pour objectif de défendre les valeurs de droite et d'extrême droite et de faire élire la droite et l'extrême droite en 2027. Et donc là, les médias sont vraiment un rouage politique et il y a vraiment une volonté de s'affranchir des faits pour faire valoir cette valeur, cette vision de la société et avec une volonté politique très identifiée. Et ça, pour nous, c'est très dangereux. Ça montre que les médias sont intellectualisés comme une sphère d'influence, que la bataille des faits fait partie de cette sphère d'influence et qu'il est urgent de la combattre parce qu'il risque ensuite d'être trop tard. Et vous faites un gros travail d'ailleurs de fact-checking. Dans votre plaidoyer, vous revendiquez 60 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Alors je suis allé voir, c'est un autre temps, vous en avez beaucoup plus. Maintenant, plus de 70 000 sur LinkedIn, 15 000 sur Instagram. Si on accumule tout ça, ça fait quand même beaucoup de monde. Et vous faites des exercices pédagogiques extrêmement intéressants. Et donc ce que vous faites, c'est que vous prenez donc des articles de presse, de TV, de radio, et vous dites, voilà, alors là ça a été bien traité, et voilà pourquoi. Là ça a été un peu moins bien traité, et voilà pourquoi. Donc ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, parce que très concret, et donc ça permet aux gens aussi de bien s'informer, de faire attention aux fake news. Une fake news se répand beaucoup plus vite qu'une information vérifiée. Donc là aussi, il y a un véritable rôle journalistique à avoir. Pour vous, quel est le dernier article ou alors la dernière émission positive qui vous a marqué, où vous avez trouvé que ce traitement de l'actualité était vraiment très bien fait? Je pense au reportage qui a été fait par Yannick Hézard sur TF1 sur les limites planétaires. Ça date un petit peu, mais je pense que c'est important d'en parler parce que c'était une volonté éditoriale très forte de mettre à l'agenda médiatique du premier Jet de France, qui est vu par des millions de téléspectateurs chaque soir, le sujet des limites planétaires, qui est un sujet qui est extrêmement conceptuel, qui n'est pas illustré. Et en fait, la manière dont ils ont eu de procéder, c'est d'utiliser la vidéo volumétrique, qui est un procédé technique assez innovant qui consiste à mettre en image des choses qui sont fictives dans des journaux télévisés pour un but d'information et pas de fiction. Et donc, ils ont illustré la question des limites planétaires par ce biais pendant 7 minutes. Donc, 7 minutes, JT, c'est généralement un sujet dure entre 1 minute 30 et 2 minutes 20. Enfin, c'est vraiment des gros sujets, c'est peut-être 3-4 minutes. Là, c'était 7 minutes. Et ça a été très bien reçu en dehors des réseaux. Nous, ce qu'on a compris, c'était que c'était moins bien reçu en termes d'audience, puisque 7 minutes de JT, c'est assez long et que les gens se lassent. Et donc, certains ont pu zapper au milieu de ce reportage. Mais en tout cas, ça montre une volonté forte de mettre à l'agenda des éléments scientifiques en voulant toucher aussi la population par le biais de ces éléments scientifiques. Et c'est peut-être une des choses les plus dures à faire en journalisme. Donc ils se sont quand même attaqués à un gros morceau et je pense que ça, c'est un contenu qu'il faut saluer.
Oui, qui est devenu viral ensuite sur les réseaux sociaux, qui a été partagé partout. Alors sur des comptes déjà convaincus, je pense à Bon Pote par exemple, mais aussi sur des comptes beaucoup plus grand public. En tout cas, moi dans mon entourage, qui est un entourage, on va dire, un classique, des gens s'intéressent, d'autres s'y intéressent pas du tout. Tout le monde a trouvé ça génial. C'est vrai que c'est quelque chose qui a poussé les frontières, qui nous a permis un peu de sortir de notre bulle, en tout cas écologique. Récemment, il y a 2 semaines, lors du premier épisode de Comment est votre climat, je discutais avec Jean Jouzel. Et on parlait justement de la manière dont on pouvait parler de climat, dont on pouvait convaincre les jeunes. Et il me disait, complètement d'accord, qu'on ne va convaincre les jeunes en lisant un rapport du GIEC. Il faut des courroies de transmission. Et justement, ces courroies de transmission, ça peut être les médias, TV, radio, etc. Vous, quel est votre média, votre émission, votre journal de référence pour vous informer sur ce sujet ? Moi, je pense pas être représentative de la jeunesse là-dessus, mais je lis beaucoup Le Monde. Je trouve qu'ils font un travail de documentation et d'explication dans la complexité des problèmes des enjeux environnementaux, mais pas que. Je trouve aussi qu'ils arrivent à identifier des signaux faibles de société pour en faire des séries où ils donnent la parole à des personnes dans leur quotidien pour expliquer comment ça les touche, que ça soit la question du couple, la question du foyer, la question de l'éducation des enfants. Et ouais, je trouve que c'est un journal qui fait très très bien son travail. On a beaucoup parlé des journalistes qui sont déjà en place, des médias qui existent. Qu'en est-il des futurs journalistes, des écoles de journalisme ? Est-ce que Quota Climat travaille sur ce sujet-là, des journalistes de demain ? Oui, on travaille de plusieurs manières. Déjà, ça nous arrive d'intervenir dans des écoles de journalisme, dans des cours pour expliquer le lien entre médias, couverture médiatique et transition écologique. Je pense que ce lien est très peu fait. D'une part parce que les enjeux environnementaux n'intéressent pas tout le monde dans les écoles de journalisme, aussi parce que ça ne fait pas partie du tronc commun de la formation des écoles de journalisme reconnues par la profession en France, et aussi parce que l'écologie est perçue comme une rubrique sur laquelle on pourrait se spécialiser en tant que journaliste, et pas nécessairement comme un sujet qui touche toutes les rubriques et tous les journalistes. Donc c'est un sujet sur lequel on aime travailler par le biais d'interventions choc, mais aussi en travaillant avec les directions des écoles de journalisme et sur la question de la formation au niveau de la réglementation et de la loi. En 2021, dans la loi Climat Résilience qui émanait de la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu des éléments qui ont été inscrits dans la loi sur la formation initiale et continue sur les questions environnementales. Il y a très peu de choses qui en sont émanées. On travaille à ce que, typiquement dans le socle commun de formation, il y ait des éléments tangibles qui soient explicites sur la question de l'environnement. Et on pense que prochainement, ça pourrait aboutir. Cette dernière partie d'émission, c'est donc la partie sucrée. Nous l'avons déjà vu il y a 2 semaines dans le premier épisode. J'espère que vous avez un petit creux ce matin pour l'enregistrement. Parce que je vais vous poser 2 questions. La première, c'est au nom de la lutte contre le changement climatique, de quoi pourriez-vous vous passer ? Et je parle de quelque chose dont vous tenez, pas, vous parliez des petits pas, justement, en début d'émission. De quoi, quelque chose qui vous tenez, de quoi vous pourriez vous passer ? Et de quoi vous ne pourriez absolument pas vous passer. Donc les auditeurs ont commencé à le comprendre. Moi, je ne pourrais absolument pas me passer d'une part de flan qui représente 75 kilos, pardon, 75%, ça ferait un peu beaucoup, 75 kilos de CO2 dans mon bilan carbone annuel. Je vous propose donc de répondre à cette question autour d'une petite part de flan. Génial. Voilà, c'est un podcast convivial. Voilà, donc incroyable. Alors, nos auditeurs nous écoutent à différents moments de la journée, donc sachez que nous sommes le matin. Donc c'est un flan de petit déjeuner. Je vous laisse prendre. Attends, je vous donne ça. Et il a l'air pas mal. Il a l'air très bien. Il a l'air pas mal du tout. J'espère que vous aimez ça. À chaque fois, je ramène ma part de flan. C'est clivant le flan, mais j'aime bien. Coup de bol. C'est clivant, mais il y a quand même une flanmania qui, depuis quelques années... Vous parlez du journal Le Monde. Récemment, il y a eu un article sur la flanterie. C'est justement la passion du flan. Okay. Voilà. Donc on peut penser que c'est niche. On peut penser que c'est un truc de bobo parisien. Eh ben non. Mais ça réaugmente. Il y a de plus en plus de fans de flan. Il y a de plus en plus de fans de flan. Il y a le Running Flan Club. Il y a plus de gens qui s'intéressent au flan. Donc voilà, je vous laisse me répondre sur ces 2 questions autour de cette petite part. Quelque chose dont je pourrais me passer, je pense que je pourrais facilement renoncer à faire des voyages partout. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est beaucoup associé, je trouve, dans les catégories CSP+, chez les cadres, à une ouverture d'esprit, une ouverture culturelle, le fait de voyager partout dans le monde. J'ai l'impression d'avoir déconstruit ça depuis quelques années, mais c'est quand même assez dur parce qu'on voit que quand on est invité pour des déplacements professionnels à droite à gauche, c'est encore associé à
de l'exotisme ou du voyage et quelque chose qui est très associé au plaisir. De moins en moins, pour moi, c'est le cas, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel je pourrais encore plus travailler et voilà, qui, pour la crise environnementale, me semble assez anecdotique comme sacrifice en réalité. Le voyage revient souvent quand même Ouais. dans les réponses. C'est vrai que voyager, c'est exceptionnel, on découvre des nouvelles cultures, etc. Mais il y a toujours ce problème de la nuance, finalement. En fait, est-ce qu'on voyage pour découvrir? Est-ce qu'on voyage pour le loisir? C'est vrai, j'entends, vous entendez sûrement ça autour de vous également. Cet été, j'ai fait le Népal, j'ai fait le Japon. Les gens sont partis 3 jours au Népal, 3 jours au Japon. Ils n'ont rien vu du Népal, rien vu du Japon. Donc voilà, il y a aussi une question de la manière dont on voyage. Est-ce que ce qui est important, c'est ce qui se passe entre le point A et le point B? Est-ce que c'est que le point B? Qu'est-ce qu'on va y faire, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on revient souvent et qui mérite une grande réflexion. Et donc, à l'inverse... Je pense que je pourrais pas me passer café. C'est vraiment dramatique, mais j'en bois beaucoup et j'ai l'impression que ça reste un plaisir du quotidien. Et donc, je sais que ça émet beaucoup plus que du thé, mais je pense que je pourrais pas me passer de café. Ouais. Et nos auditeurs ne vous voient pas, mais vous avez une tasse de café. J'ai une tasse de café à ma droite. Juste à côté de vous. Bon, je ne vous jetterai pas la pierre, parce que c'est exactement le même problème de mon côté. Je ne pourrais pas m'en passer. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'étais ravi de vous avoir accueilli dans Comment est votre climat, 2e épisode. Merci Eva Morel. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Comment est votre climat. Avant de vous laisser filer, je dois vous faire une confession. Dans la dernière partie de l'émission, j'ai évoqué la flanterie en tant que passion du flan, alors qu'il s'agit en fait de la flantophilie. Donc, toutes mes excuses aux flantophiles qui nous écoutent, et si vous me pardonnez cette erreur, vous pouvez partager cet épisode, commenter l'émission et même la noter. Je suis en tout cas ravi de voir que le podcast vous plaît déjà. Si vous avez manqué l'épisode précédent, n'hésitez pas à le découvrir et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.